que je remplace la victoire. Donc, ce sont ces diapos, mais on va s'en sortir sans problème. Allez, donc quelle patiente traitée? C'était question posée. Donc en introduction, elle nous rappelle que les cancers, donc il y a 11,6 de l'ensemble de tous les cancers, 6,6 décès, donc le Globocan 2018, donc c'est des études sur d'épidémies qui reprennent tous les cancers. L'immunothérapie, donc le concept de base, c'est de stimuler et moduler les réponses immunitaires. On n'est plus dans le traitement de la cellule tumorale, mais de booster l'environnement immunitaire pour les détruire. Et il y a différentes indications. Alors bien sûr, tout est testé avec plus ou moins de succès. Et au jour d'aujourd'hui, il y a toujours que la tezolizumab en première ligne métastatique qui a son autorisation, au moins en tout cas aux US. En France, on avait une ATU qui a été retirée. Alors, l'efficacité de l'immunothérapie, donc, elle est quand même, dans la théorie du néo-antigène, elle semble être corrélée à la charge mutationnelle, même si c'est discuté. Et dans le tiercé tête, on retrouve le mélanome et le tabac. En gros, les UV qui cassent l'ADN et qui, théoriquement, vont augmenter le nombre de néo-antigènes. Le tabac qui fait le même boulot, en gros, en créant des cassures dans l'ADN et des réparations erronées, et donc des néo-antigènes et a priori plus d'immunogénicité. Le sein est au milieu du gué. Alors, c'est les cancers du sein, donc effectivement, le triple neg est plus par là, et la luminale est plus de l'autre côté, quand on split les populations. Donc, le triple neg, surtout le triple neg et peut-être un peu HER2, sont peut-être un peu plus à droite, mais clairement, on n'est pas dans le mélanome et dans le poumon. Alors, voilà, donc il y a des sous-types différents, et en gros, les deux pertinents, pour nous, ça va être, au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on sait faire, le basal-like, surtout, et la HER2, un peu moins. Il y a des choses qui sont testées dans le luminal, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a rien de probant. Alors, l'immunogénicité, effectivement, plus il y a de variantes de copie, et on n'en trouve plus chez le basal-like, donc il y a plus de néo-antigènes, et en plus, l'effecteur, si on part du principe que le lymphocyte T cytotoxique est présent, c'est là où les tumeurs sont plus infiltrées. Donc, il y a plus de néo-antigènes, il y a plus de SNP, il y a plus de néo-antigènes, il y a plus de mutations, et le tueur est dans le coin. Donc, a priori, c'est une cible. Pour le côté thérapie ciblée, donc PDL1, c'est vrai que l'expression du PDL1 est plus fréquente dans le triple négatif que dans les autres sous-types. Alors, il n'y en a pas des masses, mais alors, tout dépend de quel anticorps on utilise, mais globalement, c'est reproductible. Parmi les sous-types, le triple négatif a plus de PDL1 que les autres. D'où les arguments pour dire que s'il fallait, on peut considérer que le triple neg peut être immunogène, tout de même si on n'a pas de grands facteurs exogènes. Parce qu'il y a un taux de mutation élevé, parce qu'il y a des TILS, stromos et intratumoraux, et parce que la cible, le PDL1, est là. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Donc ça, vous l'avez déjà vu les années précédentes. L'idée, c'est qu'on a commencé par faire de l'immunothérapie en monothérapie, et très très vite, on s'est aperçu qu'en gros, c'est 20% de patients qui répondent à la louche, et c'est surtout vrai en première ligne. Dès qu'on s'éloigne, et parce que probablement plus on s'éloigne, moins le système immunitaire est capable de fonctionner, moins ça marche. Donc s'il faut le donner, c'est en première ligne, avec entre 20 et 25% de patients qui répondent. L'intérêt qu'il y avait dans ces phases 1, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de répondeurs, mais ceux qui répondaient avaient des réponses prolongées, en monothérapie, plutôt en première ligne. Avec là, quasiment des patientes qui étaient toujours vivantes à 1 an. À l'inverse, celles qui progressaient très vite, c'était des catastrophes, ça ne marchait pas. Alors, est-ce que la monothérapie fait aussi bien que la chimiothérapie? Donc, on a quand même une première déception qui était la Keynote 119. Alors, dans cette étude, c'était en deuxième ligne, on testait le pembrolizumab versus chimio standard au choix d'investigateur. Et là, ce que ça montre, c'est que le pembrolizumab, alors il ne fait pas moins bien, mais il ne fait pas mieux. En gros, c'est pareil. C'est probablement peut-être un peu moins toxique et encore, et c'est surtout beaucoup plus cher. Donc, en gros, le pembrolizumab en monothérapie en deuxième ligne, c'est même pas la peine. Le seul intérêt qu'il y avait dans cette étude, c'était de pouvoir montrer qu'effectivement, plus le taux de PDL1 était élevé, avec un score et l'anticorps qui est utilisé par eux, le 223, avec un score dont le CPS est un score d'expression de PDL1, qui tient en compte les cellules immunitaires, mais les cellules tumorales aussi. Quand c'était super à 20, là, ça marchait. Donc, en gros, quand vraiment il y a beaucoup de PDL1, peut-être que là, l'anti-PD1 a des chances de dégager un effet par rapport à la chimiothérapie, mais c'est des sous-groupes, petit effectif, c'est juste exploratoire. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas dans le CPS1 comme d'autres cancers. Là, l'intérêt de cette étude, il voulait regarder où est-ce qu'on va mettre le cut-off de la barre pour dire à partir de quand ça pourrait marcher, puisque le résultat était négatif. Quand c'est négatif, on mouline pour trouver un truc. Et en gros, CPS super avant, c'est peut-être intéressant, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, la chimiothérapie, effectivement, elle a un rôle, d'où l'idée de dire chimio plus immuno en termes d'immunogénicité. La première étude qui est parue, c'est celle d'Impassion 130, qui était en première ligne métastatique triple négatif,
NAB paclitaxel plus ou moins atezolizumab. Et là, de fait, ce que ça montrait, c'est que sur la survie sans progression, il y avait un delta de 2 mois et quelques, ce qui aux États-Unis a permis de l'enregistrer. Et c'était d'autant plus vrai chez les PDL+. Donc il y avait 2,5 mois quand c'était des tumeurs PDL1+, ce qui représente 40% de l'effectif. Et en termes de survie globale, en intention de traiter, quand on prend tout le monde, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Et normalement, dans ce design hiérarchique, ils ne devaient pas faire l'analyse des anti-PDL1, des PDL1+, puisqu'il n'y avait rien en intention de traiter. Mais ils ont quand même regardé. Et en gros, il y aurait peut-être quelque chose chez les PDL1+, mais il y a peut-être peut-être un doute sur les statistiques. En gros, ça suffit pour le valider, à le enregistrer. Il est largement utilisé aux US. On l'a eu, on a été eu en France jusqu'à très récemment, puisque c'était qu'avec du nab-paclitaxel qu'on n'a pas en France. Et on a vu une extension taxane au sens large, sans données. Alors, en août 2020, pour l'étude Impassion 130, c'était toujours négatif, et surtout l'étude Impassion 131, qui elle testait le Taxol à la place d'un paclitaxel plus ou moins atezolizumab, celle-là est complètement négative. Donc en gros, on a eu un retrait de l'ATU. Donc en première ligne, avec l'atezolizumab, soit c'est du nab-paclitaxel aux US si on croit le design, soit sinon, en tout cas avec le Taxol, avec l'atezo, c'est plus possible, et ça, en tout cas, ça ne marche pas. Pour les luminales, donc le PDL-1-, il y en a moins, il y a un très faible taux de réponse à l'immunothérapie, et pour l'instant, les combinaisons chimio plus immuno, ça ne donne pas grand-chose. Pour l'instant, on n'y est pas. Chez les HER2, donc Panacea, j'en avais parlé tout à l'heure, il y a un petit résultat qui montre que ça peut être intéressant. C'est des patients lourdement pré-traités. Quand on fait Herceptin plus pembrolizumab, il y avait un taux de réponse qui existait, donc il se passe peut-être quelque chose. Il faudra le valider sur des études plus importantes. Mais bon, il se passe, et c'est des patients qui avaient eu 6, 7, 8 traitements, donc ça bouge un peu à vérifier. Ils l'ont fait avec le TDM1, donc là, elles sont moins lourdement pré-traitées. Ils ont voulu voir si ça avait un intérêt de faire de l'athézo ce coup-ci, puisque c'est Roche, TDM1 et athézo, c'est Roche. Et là, ce qu'on voit, alors l'étude est négative, je vais faire simple, l'étude est négative, on n'ira pas beaucoup plus loin chez celle-là. En immunothérapie, en néoadjuvant, c'est probablement là où il y a plus de place. Il y a les études adaptatives ISPI2 où on regarde les taux de réponse avec une chimio plus anti-PD1 ou PDL1. Là, avec le Pembro, dans le triple neg, dans leur prédiction, donc ils avaient 62,4%, en comparaison de contrôle qui était à 20%. Donc une prédiction d'efficacité, parce que IPSI2, ça permet de regarder, de prédire et de projeter sur l'avenir, et donc de dire ça c'est intéressant, il faudrait y aller. Autre étude, le Gapar Nuevo, avait montré qu'en démarrant le PDL1 avant la chimiothérapie, là il y avait un intérêt, parce que si en le mettant en même temps, ça apportait pas grand-chose, mais en démarrant l'immuno juste avant la chimiothérapie, là il y avait un intérêt, et ça augmentait le taux de PCR. Bon, celle-là, vous la connaissez probablement. La vraie étude positive pour l'instant, c'est celle-là, la Keynote 522, où un schéma de Taxol carbo, suivi de anthracycline en doxan, plus ou moins pembro, en néoadjuvant, et ça, on sait que ça marche, avec des taux de PCR qui passent de 50% avec le Taxol carbo anthracycline en doxan classique, qui grappe à 64, donc un delta de presque 14. Donc ça, c'est bien. L'information utile, c'est qu'en néoadjuvant, le taux de PDL1, on s'en moque. Alors on sait que la PCR sera moindre, mais le delta entre les deux ne fait pas de différence. L'idée, c'est qu'avec une vraie bonne chimiothérapie, notamment avec des anthracyclines, la présence du PDL1 ou pas, là aussi, est effacée. L'immuno a l'air de booster une bonne chimiothérapie qui marche. En fait. Donc le PDL1 en néoadjuvant, c'est pas la peine de le regarder avec le pembrolizumab, a priori, pour le prescrire, quand on l'aura. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. Bon, voilà, ça c'est juste pour dire la même chose. Il y a peut-être un signal en EFS, alors c'était très précoce, les courbes ont l'air de se séparer un peu, on verra bien, je sais, il doit faire une mise à jour, je crois, l'année prochaine, ou quelque chose comme ça, on verra si cet effet, il se confirme, ça serait intéressant de voir, parce que avec un hasard échoué à 0,63, c'est quand même pas mal si ça se confirme dans le temps, ça. Autre étude en néoadjuvant, Néotrip. Alors là, Néotrip, c'est pareil, je vous en ai parlé tout à l'heure, nos collègues italiens qui voulaient regarder la valeur du nab-paclitaxel et du carboplatine plus ou moins téso. Bon, là, l'étude, elle ne montre pas grand-chose. Alors, il n'y avait pas d'anthracycline. Ça, pour le coup, l'information, peut-être, c'est qu'il faut des anthracyclines pour que ça marche bien. Voilà. Et là aussi, le PD1 ne faisait pas grand-chose.
Inpatient 031, qui est la phase 3 avec l'atézo et qui, pour le coup, est toujours avec le nab-paclitaxel et pas le Taxol, avec une chimiothérapie AC qui pouvait être donnée dose d'un tous les 15 jours, ce que ne faisait pas la Keynote 522. Là, dans celle-là, il pouvait donner la chimio tous les 15 jours. Et c'est du nab-paclitaxel qui n'a pas de carbo. En gros, la 522, il y a du carboplatine, mais c'est de l'AC classique. Celle-là, il n'y a pas de carboplatine, mais c'est du nab-paclitaxel, et c'est de l'AC dose dense. Et là aussi, le delta existe. De 41, on passe à 56. Donc, elle est positive, c'est là en néoadjuvant, encore une fois, sur la PCR. Et quand on regarde le PDL1, c'est pareil. Le delta, il est à peu près le même. Il y a une petite différence, mais en gros, visiblement, que ce soit avec l'anti-PD1 ou avec l'anti-PDL1, il n'y a pas avec les mêmes anticorps, mais l'information est la même. En néoadjuvant, on ne stratifie pas sur le PDL1 pour prescrire l'immunothérapie, enfin, pour le bénéfice qu'on en attend. S'il faut, à mon avis, c'est faire une vraie bonne chimio pour booster le truc. Bon, voilà, les petites différences, ça je vous l'ai dit. Les luminales en néoadjuvant, alors ça c'est Ultimate, ça va faire plaisir à Sylvie. Comme le luminal n'a pas beaucoup d'infiltrats inflammatoires, l'idée était de dire on va le rendre immunogène. Et dans cette étude, l'idée était de dire on prend des patientes luminales, on les booste, on les stimule, on les prime avec un CTLA4 et une hormono quand même, et on rebiopsie, soit les lymphocytes augmentent, et on se dit il se passe un truc, et on continue avec le durvalumab, plus l'antiaromatase. Alors, les résultats sont non publiés, j'ai l'impression que ça va, pour l'instant, c'est arrêté, je ne suis pas sûr que ça aille très loin, très honnêtement. Ouais, c'est ce qui me semble, donc il n'y a rien là-dessus. L'autre étude qui est en cours, mais ça, elle démarre, donc on ne sait pas bien, c'est la Keynote 756, même esprit que la 522, mais là, dans une population de luminal B, avec un peu de prolifération, des tumeurs un peu plus agressives, pour voir si c'est chez celle-là, puisque les A sont les moins immunogènes, les B, un chouille, la HER2 un peu plus, et surtout les triple neg, est-ce que chez celle-là, il y a moyen, comme l'immuno dans ce cadre-là est plutôt un potentialisateur de chimio, à mon avis, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Question ouverte, on verra bien dans 3 à 5 ans. En conclusion, en monothérapie, c'est efficacité limitée. En métastatique, les PD1+, semblent être plus intéressants, pas franchement en néoadjuvant. Quand ça répond longtemps. Pour nous, en fait, le nab-paclitaxel et l'atézo, au jour d'aujourd'hui, c'est fini, c'est réglé. Et en néoadjuvant, le Pimbro et maintenant l'atézo, avec leur étude qui a été présentée à l'ESMO, ça semble être la même chose. Une bonne chimiothérapie, un anti-PD1 ou PDL1 par-dessus, ça augmente le taux de PCR, quel que soit le statut PDL1. Et pour les autres sous-types, pour l'instant, c'est pas ça. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon.